Le contrat dit que tu travailleras à mes côtés chaque nuit, jusqu'à ce que tu veuilles rester, dit le millionnaire. Mais il n'avait jamais prévu être celui qui tomberait amoureux. La pluie battait contre les vitres de l'hôpital Necker avec une violence qui semblait refléter l'état d'âme d'Élise Moreau. Debout dans le couloir du service de néphrologie, elle fixait la porte de la chambre 412 sans oser entrer. Derrière cette porte, sa mère se mourait lentement, et elle était impuissante. Élise serra les poings, enfonçant ses ongles dans ses paumes jusqu'à la douleur. 26 ans, infirmière depuis 4 ans, elle avait vu la mort rôder autour de tant de patients. Mais jamais elle n'aurait imaginé la voir s'approcher de sa propre mère avec cette lenteur cruelle. Elle inspira profondément et poussa la porte. Martine Moreau était allongée dans le lit médicalisé, le teint cireux, les yeux cernés de violet. Les machines autour d'elle émettaient leur bip régulier, seule preuve qu'elle était encore de ce monde. À 54 ans, elle en paraissait 20 de plus. « Ma chérie », murmura Martine en tournant la tête vers sa fille, « tu n'aurais pas dû venir après ton service. Tu dois être épuisée. » Élise s'approcha et prit la main de sa mère dans la sienne, cette main qui l'avait bercée, consolée, guidée toute sa vie. Cette main désormais si fragile, parcourue de veines bleues sous une peau translucide. « Je voulais être là quand le docteur Bernier passerait, » répondit Élise, en s'efforçant de sourire. « Il doit nous donner les résultats des derniers examens. » Martine ferma les yeux un instant. « Je sais déjà ce qu'il va dire, ma fille. Je le sens dans mon corps. Les dialyses ne suffisent plus. Maman, ne dis pas ça. On va trouver une solution. » Mais au fond d'elle-même, Élise savait que sa mère avait raison. Les semaines de dialyse avaient épuisé son organisme sans apporter d'amélioration significative. Seule une greffe de rein pouvait la sauver désormais. La porte s'ouvrit et le docteur Bernier entra, son visage habituellement jovial, marqué par une expression grave. Élise sentit son estomac se nouer. « Madame Moreau, Élise, » salua-t-il en s'asseyant sur le bord du lit, « j'ai les résultats. » Il marqua une pause qui parut durer une éternité. La fonction rénale continue de se dégrader. « Je ne vais pas vous mentir, la dialyse ne sera bientôt plus suffisante. Nous devons envisager une greffe dans les 3 prochains mois maximum. » Élise sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Une greffe » répéta-t-elle d'une voix blanche. « Mais la liste d'attente. » « C'est là que les choses se compliquent, admit le médecin. La liste d'attente en France est longue, trop longue pour le cas de votre mère. Cependant, il existe une clinique en Suisse, la clinique du Lac à Genève, qui propose des délais beaucoup plus courts. Ils ont accès à un réseau de donneurs plus étendu. « La Suisse », murmura Martine. « Cela doit coûter une fortune. » Le docteur Bernier hocha lentement la tête. L'intervention complète, avec le séjour post-opératoire et les traitements, s'élève à environ 350 000 €. Le chiffre tomba comme un coup près. Élise eut l'impression de recevoir un coup de poing en pleine poitrine. 350 000 €, elle qui peinait à payer le loyer de leur petit appartement du 18e arrondissement. « Je comprends que c'est une somme considérable, » poursuivit le médecin avec compassion. « Mais je devais vous informer de toutes les options. Je vous laisse en discuter. » Il se leva et quitta la chambre, les laissant seuls avec le poids écrasant de cette réalité. Martine serra la main de sa fille. « Élise, ma chérie, je ne veux pas que tu te rendes malade pour ça. J'ai vécu une belle vie, j'ai eu une fille merveilleuse. »« Arrête, maman, » l'interrompit Élise, les larmes aux yeux. « Ne parle pas comme si c'était fini. Je vais trouver cet argent. Je ne sais pas comment, mais je vais le trouver. » Elle embrassa le front de sa mère et quitta la chambre précipitamment, incapable de retenir plus longtemps les sanglots qui lui brûlaient à la gorge. Dans le couloir désert, elle s'adossa au mur et se laissa glisser jusqu'au sol, la tête entre les mains. Les larmes coulaient librement sur ses joues, traçant des sillons chauds sur sa peau glacée. 350 000 €. Comment une simple infirmière pouvait-elle réunir une telle somme? Elle avait à peine 2 000 € d'économie. Pas de famille fortunée, pas de biens à vendre. Son père les avait abandonnés quand elle avait 8 ans, disparaissant avec une autre femme et sans laisser d'adresse. Les jours suivants furent un cauchemar éveillé. Élise enchaîna les démarches auprès des banques, essuyant refus sur refus. Sans garantie, sans bien immobilier, personne n'était prêt à lui prêter une telle somme. Elle contacta des associations, des fondations, mais les délais étaient trop longs, les fonds insuffisants. Un soir épuisée après une double garde, elle s'effondra sur le canapé de son appartement minuscule. La pluie continuait de tomber sur Paris, comme si le ciel pleurait avec elle. Son téléphone affichait les dizaines d'appels manqués des créanciers, les factures impayées, les rappels de loyer.
C'est alors que son regard tomba sur le journal posé sur la table basse. En première page, un article sur Alexandre Dumont, le célèbre homme d'affaires, qui venait d'inaugurer une nouvelle tour dans le quartier de la Défense. La photo montrait un homme aux traits ciselés, aux yeux d'un gris acier, vêtu d'un costume qui valait probablement plus que tout ce qu'Élise possédait. Elle lut distraitement l'article, découvrant que ce milliardaire de 34 ans était à la tête d'un empire estimé à plusieurs milliards d'euros. Un homme qui pouvait dépenser 350 000 € sans même s'en apercevoir. Élise secoua la tête et jeta le journal. Quel rapport avec sa situation? Ces gens-là vivaient dans un autre monde, inaccessible aux petites gens comme elle. Pourtant, le destin allait bientôt lui prouver le contraire. 3 semaines plus tard, l'état de Martine s'était encore dégradé. Élise avait vendu tout ce qu'elle pouvait. Ses quelques bijoux, sa vieille voiture, même les livres auxquels elle tenait tant. Elle avait réuni à peine 15 000 €, une goutte d'eau dans l'océan. Ce mardi-là, elle travaillait au service des urgences lorsqu'on annonça l'arrivée d'un patient VIP. L'hôpital s'agita soudainement, les responsables administratifs apparaissant comme par magie, le personnel s'affairant avec une nervosité inhabituelle. « C'est Alexandre Dumont », lui glissa sa collègue Sophie à l'oreille. Le milliardaire. Apparemment, il a fait un malaise lors d'une réunion. Son assistante a insisté pour qu'il soit amené ici plutôt qu'à l'américain. Élise haussa les épaules. Milliardaire ou non, un patient restait un patient. Elle fut désignée pour assister le médecin lors de l'examen. Quand elle entra dans la chambre privée qu'on avait préparée en urgence, elle découvrit l'homme de la photo du journal, mais en chair et en os. Alexandre Dumont était assis sur le lit, torse nu, visiblement agacé d'être là. Son corps était celui d'un homme qui prenait soin de lui, épaules larges, abdominaux dessinés, peau hâlée. Mais ce qui frappa Élise, ce furent ses yeux. D'un gris profond, presque métallique, il semblait transpercer quiconque osait croiser son regard. « Je vous ai dit que ce n'était rien », grommela-t-il à l'intention de son assistante, une femme élégante qui se tenait dans un coin, téléphone à la main. Un simple vertige. « Monsieur Dumont, votre tension était dangereusement élevée », répliqua le docteur Lambert en consultant les premiers résultats. « Nous devons faire des examens complémentaires. » Alexandre soupira avec exaspération. « J'ai une réunion avec des investisseurs japonais dans 2 heures. Faites vite. » Élise s'approcha pour prendre sa tension manuellement, comme le protocole l'exigeait. « Votre bras, s'il vous plaît, » dit-elle d'une voix professionnelle. Il la regarda pour la première fois, vraiment. Ses yeux gris la détaillèrent avec une intensité qui la mit mal à l'aise. Elle sentit une chaleur inattendue lui monter aux joues. « Vous êtes nouvelle » demanda-t-il. « Je ne vous ai jamais vue lors de mes précédentes visites. »« Je travaille habituellement en néphrologie » répondit-elle en enroulant le brassard autour de son bras musclé. « On m'a appelé en renfort aux urgences aujourd'hui. »« Néphrologie » répéta-t-il pensivement. « Les reins. » Élise hocha la tête, concentrée sur sa tâche. Sa tension était effectivement élevée, confirmant les premiers relevés. « Vous travaillez trop, monsieur Dumont, » dit-elle sans réfléchir. « Votre corps vous envoie un signal d'alarme. » Il haussa un sourcil, apparemment peu habitué à ce qu'on lui parle aussi directement. « Et vous, vous donnez souvent des conseils non sollicités à vos patients, seulement à ceux qui semblent en avoir besoin. » Un léger sourire étira les lèvres d'Alexandre, si fugace qu'Élise crut l'avoir imaginé. Les examens révélèrent un surmenage sévère et les prémices d'un ulcère à l'estomac. Le médecin prescrivit du repos, un régime alimentaire adapté et une réduction drastique du stress. Alexandre écouta les recommandations avec l'air de quelqu'un qui n'avait aucune intention de les suivre. Alors qu'Élise s'apprêtait à quitter la chambre, il l'interpella. « Comment vous appelez-vous » Elle se retourna, surprise. « Élise, Élise Moreau. Élise » répéta-t-il comme s'il testait la sonorité de ce prénom. « Vous avez quelque chose de différent. Vous n'êtes pas impressionné par moi, n'est-ce pas ?» Elle soutint son regard sans ciller. « Devrais-je l'être? Vous êtes un homme comme les autres, monsieur Dumont, avec un cœur qui bat et un corps qui a ses limites. L'argent n'y change rien. » Sur ces mots, elle sortit, le laissant étrangement pensif. Ce qu'Élise ignorait, c'est qu'Alexandre Dumont n'oubliait jamais un visage, et certainement pas celui d'une femme qui avait osé lui tenir tête. 2 jours plus tard, alors qu'elle sortait de l'hôpital après une garde de nuit épuisante, une berline noire aux vitres teintées s'arrêta à sa hauteur. La vitre arrière s'abaissa, révélant le visage d'Alexandre Dumont. « Montez, dit-il simplement. J'ai une proposition à vous faire. » Élise le dévisagea avec méfiance. « Je ne monte pas dans les voitures d'inconnus. Nous ne sommes pas des inconnus. »
Vous avez pris ma tension il y a 48 heures, et je sais que votre mère a besoin d'une greffe de rein que vous ne pouvez pas vous permettre. » Élise sentit son sang se glacer. « Comment savez-vous ça? Je sais beaucoup de choses, mademoiselle Moreau, et je peux vous aider. Mais pas ici, dans la rue. Montez. » La peur et la curiosité se livraient bataille en elle. Cet homme était un étranger, potentiellement dangereux, mais il détenait peut-être la clé de la survie de sa mère. Après une hésitation qui parut durer une éternité, Élise ouvrit la portière et s'installa sur le siège en cuir face à l'homme qui allait bouleverser son existence. La voiture démarra sans bruit, les emportant vers un destin qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer. La berline glissait silencieusement à travers les rues de Paris, passant des quartiers populaires du 18e arrondissement aux avenues majestueuses des beaux quartiers. Élise observait le paysage défiler à travers la vitre teintée, consciente du regard d'Alexandre posé sur elle. L'intérieur de la voiture sentait le cuir neuf et un parfum boisé, probablement celui de l'homme assis en face d'elle. Tout ici respirait le luxe. Les sièges moelleux, le mini-bar incrusté dans la portière, l'écran tactile qui diffusait en sourdine les cours de la bourse. « Vous n'avez pas peur ?» demanda Alexandre, rompant le silence. Élise tourna la tête vers lui. « Devrais-je avoir peur ?» Une femme sensée aurait refusé de monter dans la voiture d'un homme qu'elle connaît à peine. Une femme sensée n'a pas une mère mourante et 350 000 € à trouver en moins de 3 mois, répliqua-t-elle avec une pointe d'amertume. Alors oui, peut-être que je ne suis pas sensée, peut-être que je suis désespérée, mais le désespoir pousse parfois à prendre des risques. Alexandre l'observa avec un intérêt renouvelé. Cette femme avait du caractère, une qualité qu'il appréciait et qui se faisait rare dans son entourage de flagorneurs et d'opportunistes. « Où m'emmenez-vous » demanda Élise. « Chez moi. Nous serons plus à l'aise pour discuter. » La voiture traversa le 16e arrondissement et s'engagea dans une allée privée bordée de tilleuls centenaires. Au bout de l'allée se dressait un hôtel particulier du 19e siècle, une demeure majestueuse aux façades de pierre blonde et aux fenêtres ornées de fer forgé ouvragé. Élise retint son souffle. Elle avait vu des bâtiments similaires lors de ses promenades dans les beaux quartiers, mais jamais elle n'aurait imaginé pénétrer dans l'un d'eux. Un majordome en livrée leur ouvrit la porte et les conduisit à travers un hall d'entrée où trônait un escalier de marbre blanc. Les murs étaient ornés de tableaux qui semblaient être des originaux, et un lustre en cristal projetait des éclats de lumière sur le sol en damier. Alexandre guida Élise jusqu'à un bureau lambrissé de boiseries sombres. Une cheminée de marbre noir occupait un pan de mur, surmonté d'un portrait à l'huile représentant un homme âgé au regard sévère. « Mon grand-père », expliqua Alexandre en surprenant le regard d'Élise. « Édouard Dumont, le fondateur de l'empire familial. » Il lui désigna un fauteuil en cuir face à son bureau et prit place de l'autre côté. Entre eux, un dossier beige attendait. « Avant de commencer, dit Alexandre, je tiens à préciser que tout ce qui sera dit dans cette pièce restera strictement confidentiel. Êtes-vous d'accord ?» Élise hocha la tête, le cœur battant. Alexandre ouvrit le dossier et en sortit plusieurs documents. Élise Moreau, 26 ans, infirmière diplômée, employée à l'hôpital Necker depuis 4 ans, fille unique de Martine Moreau, ancienne couturière, actuellement hospitalisée pour insuffisance rénale terminale. Père inconnu parti quand vous aviez 8 ans. Vous vivez dans un appartement de 30 mètres carrés rue Marcadet, loyer de 850 € mensuels que vous avez du mal à payer depuis 6 mois. Aucune dette bancaire, mais plusieurs factures en retard. Crédit refusé par 4 établissements. Élise sentit la colère monter en elle. « Vous m'avez fait espionner. »« J'ai fait faire des recherches, » nuança Alexandre. « Je ne fais jamais affaire avec quelqu'un sans connaître son profil. C'est une question de prudence, pas de malveillance. Et que voulez-vous de moi exactement, monsieur Dumont ? Je doute que vous ayez l'habitude de secourir les infirmières en détresse. » Alexandre se leva et s'approcha de la fenêtre, tournant le dos à Élise. La lumière du jour dessinait sa silhouette imposante. « Ce que je vais vous proposer va vous sembler inhabituel, » commença-t-il. « Peut-être même choquant, mais je vous demande de m'écouter jusqu'au bout avant de réagir. » Il se retourna et planta ses yeux gris dans ceux d'Élise. « J'ai besoin d'une femme, pas d'une maîtresse, pas d'une compagne au sens romantique du terme. J'ai besoin d'une épouse, et plus précisément, d'une mère pour mon futur héritier. » Élise cligna des yeux, certaine d'avoir mal compris. « Je vous demande pardon ?» Alexandre retourna s'asseoir face à elle. « Mon grand-père, que vous voyez sur ce portrait, était un homme de tradition. À sa mort il y a 3 ans, il a laissé un testament très particulier. Pour conserver le contrôle majoritaire de Dumont Industries,
Je dois être marié et avoir produit un héritier légitime avant mes 35 ans. Faute de quoi, mes parts seront redistribuées au conseil d'administration et à mes cousins qui n'attendent que ça pour démanteler tout ce que j'ai construit. Et vous avez 34 ans, comprit Élise. J'aurai 35 ans dans 11 mois exactement. Le temps presse. Élise secoua la tête, abasourdie. Mais pourquoi moi? Vous êtes riche, beau, puissant. Vous devez avoir des dizaines de femmes prêtes à vous épouser. Des dizaines, confirma Alexandre avec un sourire cynique. Des femmes qui veulent mon nom, mon argent, mon statut. Des femmes qui me verraient comme un trophée ou une source de revenus. Des femmes qui s'accrocheraient à moi comme des sangsues et transformeraient ma vie en enfer juridique le jour où elles voudraient partir. Il se pencha vers Élise. Vous êtes différente. Vous n'êtes pas impressionnée par ma fortune. Vous m'avez parlé comme à un égal, ce que personne ne fait jamais. Vous êtes intelligente, digne, et surtout, vous avez une motivation puissante qui vous pousse à accepter un tel arrangement. L'argent dont vous avez besoin pour sauver votre mère. Élise sentit sa gorge se serrer. Vous voulez que je vous épouse? Pour de l'argent? Je veux que nous passions un contrat, précisa Alexandre. Un accord commercial, si vous préférez. Vous devenez ma femme pour une durée de 2 ans. Pendant cette période, vous vivrez ici, vous m'accompagnerez aux événements officiels et vous me donnerez un enfant. En échange, je paie immédiatement l'intégralité des frais médicaux de votre mère, y compris la greffe en Suisse. Je vous verse également 1 million d'euros à la signature du contrat et un autre million à la naissance de l'enfant. 2 millions d'euros. Le chiffre résonna dans l'esprit d'Élise comme une explosion. Et l'enfant? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. L'enfant restera avec moi après notre séparation. C'est non négociable. Il sera élevé comme l'héritier du Mont, avec tous les privilèges que cela implique. Vous aurez bien sûr un droit de visite, mais la garde principale me reviendra. Élise se leva brusquement, renversant presque le fauteuil. Vous êtes fou, complètement fou. Vous me demandez de vous vendre mon corps, de porter votre enfant et de l'abandonner ensuite? C'est monstrueux. Alexandre resta impassible face à sa colère. Je comprends votre réaction. C'est pourquoi je vous laisse 1 semaine pour réfléchir. Rentrez chez vous, pensez à ma proposition. Pensez à votre mère, aux options qui s'offrent à vous. Et quand vous aurez pesé le pour et le contre, recontactez-moi. Il sortit une carte de visite de sa poche et la posa sur le bureau. Mon numéro personnel. Peu de gens l'ont. Élise saisit la carte avec des mains tremblantes. « Je n'accepterai jamais, cracha-t-elle. Jamais. Peut-être, répondit Alexandre avec un calme déconcertant, ou peut-être que l'amour que vous portez à votre mère est plus fort que votre orgueil. Seul l'avenir nous le dira. » Il appuya sur un bouton de son bureau. « Henri va vous raccompagner. » Le majordome apparut comme par magie et guida Élise vers la sortie. Elle traversa le hall d'entrée sans voir les tableaux ni le lustre, aveuglée par la rage et la confusion qui tourbillonnaient dans son esprit. Ce n'est qu'une fois dehors, sous le ciel gris de Paris, qu'elle se permit de respirer. La carte de visite était toujours serrée dans son poing, froissée mais pas jetée. Les jours qui suivirent furent un véritable supplice pour Élise. Elle reprit son travail à l'hôpital, enchaînant les gardes comme une automate, l'esprit ailleurs. La proposition d'Alexandre Dumont tournait en boucle dans sa tête, lancinante, obsédante. Chaque fois qu'elle entrait dans la chambre de sa mère, chaque fois qu'elle voyait son teint se faire plus cireux, ses forces l'abandonner un peu plus, les paroles du milliardaire revenaient la hanter. Pensez à votre mère. Pensez aux options qui s'offrent à vous. Quelles options, justement? Les banques avaient toutes refusé son dossier. Les associations caritatives croulaient sous les demandes. La liste d'attente pour une greffe en France s'étendait sur plusieurs années, un délai que Martine n'avait pas. Le 3e jour, Élise reçut un appel du docteur Bernier. « Mademoiselle Moreau, j'ai de mauvaises nouvelles. L'état de votre mère s'est encore dégradé cette nuit. Nous avons dû augmenter la fréquence des dialyses. Au rythme actuel, je ne lui donne plus que 6 à 8 semaines. 6 à 8 semaines. » Le couperet venait de tomber. Élise raccrocha et s'effondra sur le sol de son appartement, secouée de sanglots incontrôlables. 6 à 8 semaines. Comment était-ce possible? Comment le temps pouvait-il filer aussi vite, aussi cruellement? Elle resta prostrée pendant des heures, incapable de bouger, de penser, de respirer. Quand la nuit tomba sur Paris, elle était toujours là, recroquevillée contre le canapé, les yeux gonflés et le cœur en miettes. Son regard tomba sur la carte de visite d'Alexandre, posée sur la table basse depuis son retour. Elle l'avait gardée sans vraiment savoir pourquoi. Par curiosité peut-être, ou par ce pressentiment terrible qu'elle finirait par s'en servir. Élise tendit la main et saisit le petit carton blanc.
Les lettres dorées brillaient sous la lumière de la lampe. Alexandre Dumont, PDG de Dumont Industries. Un numéro de téléphone. Rien d'autre. Elle pensa à sa mère, à son sourire fatigué, à ses mains qui tremblèrent désormais pour tenir une simple tasse de thé. Elle pensa à toutes ces années où Martine s'était sacrifiée pour elle, travaillant comme couturière, jusqu'à l'épuisement pour lui payer ses études d'infirmière. Elle pensa à tout l'amour qu'elle lui devait, à cette dette immense qu'aucune somme d'argent ne pourrait jamais rembourser, et elle comprit que sa décision était déjà prise. Le lendemain matin, elle composa le numéro d'Alexandre. Il décrocha à la deuxième sonnerie. « Mademoiselle Moreau, je me demandais combien de temps vous mettriez. » Sa voix était calme, presque amusée, comme s'il avait prévu ce moment depuis le début. « Je veux voir le contrat, » dit Élise d'une voix qu'elle s'efforça de garder ferme. « Avant de prendre ma décision finale, je veux lire chaque clause, chaque condition. Je veux tout savoir. C'est votre droit le plus strict. Pouvez-vous venir cet après-midi à 15 heures? Mon avocat sera présent pour répondre à toutes vos questions. » Élise accepta et raccrocha. Ses mains tremblaient, mais pas de peur cette fois, de détermination. À 15 heures précises, elle se présenta devant l'hôtel particulier d'Alexandre. Le majordome la guida jusqu'au bureau où l'attendaient le milliardaire et un homme d'une soixantaine d'années, chauve et portant des lunettes rondes. « Maître Fontaine, mon notaire personnel, présenta Alexandre, il a rédigé le contrat selon mes instructions. » Le notaire déplia un document d'une vingtaine de pages et commença à en exposer les termes. Élise écouta attentivement, le cœur battant. Le contrat stipulait un mariage civil dans un délai de 2 semaines. Élise s'installerait ensuite dans la résidence d'Alexandre et partagerait sa chambre. L'objectif explicite était la conception d'un enfant dans les meilleurs délais. « Partager sa chambre ?» l'interrompit Élise. « Vous voulez dire, le contrat dit que tu es à moi chaque nuit ?» répondit Alexandre en la tutoyant pour la première fois. « Jusqu'à ce que tu me donnes un enfant, c'est la seule façon de garantir que cet enfant soit le mien. » Élise sentit ses joues s'empourprer. « Et si je n'arrive pas à tomber enceinte? Dans ce cas, des examens médicaux seront effectués pour déterminer la cause du problème. Si l'infertilité vient de toi, le contrat sera annulé, mais tu conserveras le premier million. Si elle vient de moi, ce qui est hautement improbable, le contrat sera également annulé et tu recevras les 2 millions prévus. » Le notaire poursuivit. Pendant la durée du mariage, Élise aurait accès à un compte bancaire alimenté mensuellement pour ses dépenses personnelles. Elle pourrait continuer à travailler si elle le souhaitait, du moins jusqu'à ce que la grossesse soit trop avancée. En cas de divorce après la naissance de l'enfant, elle recevrait le 2e million et un droit de visite régulier. « Et si je tombe amoureuse de l'enfant ?» demanda Élise. « Si je refuse de le laisser partir ?» Alexandre la regarda droit dans les yeux. « Ce contrat est juridiquement contraignant. Si tu tentes de le rompre ou de fuir avec l'enfant, mes avocats se chargeront de te poursuivre. Tu perdrais tout, y compris le droit de visite. Je ne dis pas cela pour te menacer, mais pour que tu comprennes bien les enjeux. Une fois que tu auras signé, il n'y aura pas de retour en arrière. » Élise baissa les yeux sur le contrat. 20 pages de clauses juridiques qui allaient sceller son destin. « J'ai une condition, » dit-elle soudainement. Alexandre haussa un sourcil. « Je t'écoute. L'opération de ma mère. Je veux qu'elle ait lieu avant le mariage, avant que je signe quoi que ce soit de définitif. C'est ma garantie que tu tiendras parole. » Un silence pesant s'installa dans le bureau. Maître Fontaine échangea un regard inquiet avec son client. Contre toute attente, Alexandre sourit. « Accordé. Je ferai transférer les fonds à la clinique du lac dès demain. Ta mère sera opérée dans les 10 jours. Et toi, tu m'épouseras une semaine après l'opération. » Il se leva et tendit la main à Élise. « Alors, mademoiselle Moreau, avons-nous un accord ?» Élise contempla cette main tendue, symbole du pacte faustien qu'elle s'apprêtait à conclure. Elle pensa une dernière fois à sa mère, à son sourire, à sa voix qui lui disait de ne pas s'inquiéter. Puis elle saisit la main d'Alexandre et la serra fermement. « Nous avons un accord, monsieur Dumont. » Le sourire d'Alexandre s'élargit, révélant une lueur dans ses yeux gris qui ressemblait étrangement à du triomphe. « Appelle-moi Alexandre. Après tout, nous allons bientôt être mari et femme. » Et tandis que leurs mains se séparaient, Élise eut la certitude que sa vie venait de basculer dans un gouffre dont elle ne mesurerait la profondeur que bien trop tard. Les jours qui suivirent furent un tourbillon vertigineux. Fidèle à sa parole, Alexandre fit transférer les fonds nécessaires à la clinique du lac de Genève dès le lendemain de leur accord. 48 heures plus tard, Élise recevait un appel du professeur Muller,
le chirurgien en chef de l'établissement, lui annonçant qu'un donneur compatible avait été trouvé et que sa mère pouvait être transférée immédiatement. Élise n'en crut pas ses oreilles. Ce qui semblait impossible une semaine plus tôt devenait soudain réalité. L'argent ouvrait des portes qu'elle n'aurait jamais pu franchir seule. Le transfert de Martine fut organisé avec une efficacité redoutable. Une ambulance médicalisée privée vint la chercher à l'hôpital Necker et la conduisit directement à l'aéroport du Bourget, où un jet privé les attendait. Élise accompagna sa mère, tenant sa main tout au long du voyage. « Ma chérie !» murmura Martine, d'une voix faible tandis que l'avion décollait. « Comment as-tu fait? Cet avion, cette clinique, tout cela doit coûter une fortune. » Élise avait préparé son mensonge avec soin. « J'ai trouvé une fondation qui aide les familles dans notre situation, maman. Ils ont accepté de prendre en charge tous les frais. Ne t'inquiète de rien. » Martine la regarda avec ses yeux fatigués mais perçants. « Tu ne me dis pas tout, ma fille. Je te connais par cœur, il y a quelque chose que tu me caches. Plus tard, maman. Pour l'instant, concentre-toi sur ta guérison. C'est tout ce qui compte. » La clinique du lac était un établissement d'exception niché sur les rives du lac Léman. Ces bâtiments de verre et d'acier se fondaient harmonieusement dans un parc verdoyant, offrant une vue imprenable sur les montagnes enneigées. L'intérieur ressemblait davantage à un hôtel 5 étoiles qu'à un hôpital. Sol de marbre, tableaux contemporains au mur, personnel souriant et attentionné. Martine fut installée dans une suite privée avec vue sur le lac. Une équipe médicale complète se présenta pour effectuer les derniers examens préopératoires. Tout était prévu, orchestré, parfait. L'opération eut lieu 3 jours plus tard. Élise passa ses heures d'attente dans la chapelle de la clinique, elle qui n'avait pas prié depuis des années. Elle priait pour sa mère, pour que tout se passe bien, pour que ce sacrifice qu'elle s'apprêtait à faire en vaille la peine. Après 7 heures d'intervention, le professeur Muller vint la trouver dans le salon d'attente. « L'opération est un succès », annonça-t-il avec un sourire rassurant. « Le reste a été parfaitement accepté par l'organisme de votre mère. Elle devra rester en observation pendant 2 semaines, mais le pronostic est excellent. » Élise fondit en larmes, des larmes de joie et de soulagement mêlées. Sa mère allait vivre. Tout le reste n'avait plus d'importance. Elle passa les jours suivants au chevet de Martine, la regardant reprendre des forces heure après heure. Les couleurs revenaient sur ses joues, la lumière dans ses yeux. C'était comme assister à une résurrection. Le 5e jour après l'opération, alors qu'Élise lisait un livre près du lit de sa mère, son téléphone vibra. Un message d'Alexandre. « Le mariage est prévu samedi prochain à la mairie du 16e arrondissement. Cérémonie intime, sans invité. Une voiture viendra te chercher vendredi soir à Genève. Prépare-toi. » Élise sentit son estomac se nouer. Le moment était venu de payer le prix de ce miracle. Elle regarda sa mère qui dormait paisiblement, le visage détendu pour la première fois depuis des mois. Comment lui expliquer? Comment lui dire qu'elle allait épouser un homme qu'elle ne connaissait pas, un homme qui l'avait acheté comme on achète une marchandise? Elle décida de repousser cette conversation. Martine avait besoin de calme pour récupérer. Les explications viendraient plus tard, quand elle serait assez forte pour les entendre. Le vendredi soir, Élise embrassa sa mère en lui promettant de revenir bientôt et monta dans la berline noire qui l'attendait devant la clinique. Le chauffeur la conduisit en silence jusqu'à l'aéroport de Genève, où le jet privé d'Alexandre était prêt à décoller. Pendant le vol vers Paris, Élise contempla les nuages par le hublot. Dans quelques heures, elle serait Madame Dumont, l'épouse d'un milliardaire, la future mère de son héritier. L'absurdité de la situation la frappa soudain avec une violence inouïe. Elle, Élise Moreau, fille d'une couturière et d'un père fantôme, allait entrer dans l'une des familles les plus riches de France. Non pas par amour, mais par contrat. Non pas par choix, mais par nécessité. Une hôtesse de l'air s'approcha avec une coupe de champagne et un paquet élégamment emballé. « De la part de Monsieur Dumont », dit-elle avec un sourire professionnel. Élise ouvrit le paquet et découvrit une robe de soirée d'un blanc ivoire accompagnée d'une parure de bijoux en diamant. Un petit mot était glissé dans l'écrin. « Pour demain. J'ai hâte de te voir la porter. Alexandre. » Elle effleura le tissu soyeux du bout des doigts. Cette robe valait probablement plus que tout ce qu'elle avait gagné en 4 ans de travail. Et pourtant, elle aurait préféré se marier dans sa vieille robe d'été, par amour, plutôt que dans ce luxe glacé. L'avion atterrit au Bourget peu avant minuit. Une autre berline attendait Élise sur le tarmac et la conduisit directement à l'hôtel particulier d'Alexandre. Le majordome l'accueillit et la guida jusqu'à une chambre au 1er étage. « Monsieur Dumont vous présente ses excuses pour son absence ce soir, » expliqua Henri. « Il est retenu par une réunion importante.
Il vous retrouvera demain matin à la mairie. Votre chambre est prête, et une femme de chambre viendra vous aider à vous préparer à 9 heures. Élise hocha la tête mécaniquement et entra dans la chambre. C'était une pièce immense, décorée dans des tons de bleu et d'argent. Un lit à baldaquin trônait au centre, couvert de draps de soie. Une porte donnait sur une salle de bain en marbre, une autre sur un dressing déjà rempli de vêtements à sa taille. Elle s'assit sur le lit et laissa échapper un rire nerveux. Tout cela était surréaliste. Demain, elle allait épouser un homme qu'elle avait rencontré 2 fois dans sa vie, un homme dont elle ne connaissait rien, sinon qu'il était riche, froid et déterminé. Cette nuit-là, Élise ne dormit pas. Elle resta éveillée jusqu'à l'aube, regardant les premières lueurs du jour filtrer à travers les rideaux, comptant les heures qui la séparaient de son destin. Le matin du mariage, Paris s'était paré d'un ciel d'un bleu limpide, comme pour narguer Élise avec cette promesse de bonheur qu'elle ne ressentirait pas. La femme de chambre, une Philippine souriante prénommée Rosa, vint l'aider à se préparer dès 9 heures. Élise se laissa coiffer, maquiller, habillée comme une poupée de porcelaine. La robe blanche épousait parfaitement ses formes, mettant en valeur sa taille fine et ses épaules délicates. Les diamants scintillaient à son cou et à ses oreilles, captant la lumière à chaque mouvement. Quand elle se regarda dans le miroir, elle ne se reconnut pas. La femme qui lui faisait face était belle, élégante, sophistiquée. Mais ses yeux trahissaient une tristesse que tout le maquillage du monde ne pouvait dissimuler. À 11 heures, la berline la déposa devant la mairie du 16e arrondissement. L'imposant bâtiment haussmannien semblait désert, aucun invité n'attendant sur les marches. Alexandre avait tenu parole, la cérémonie serait strictement privée. Elle gravit les marches avec la sensation de monter à l'échafaud. À l'intérieur, un huissier la guida jusqu'à la salle des mariages, une pièce solennelle ornée de dorures et de velours rouge. Alexandre l'attendait devant le bureau du maire. Il portait un costume 3 pièces anthracite parfaitement coupé, ses cheveux noirs coiffés en arrière, son visage impassible comme toujours. Mais quand il se retourna et vit Élise dans sa robe blanche, quelque chose passa dans ses yeux gris. Une lueur fugace, presque imperceptible. « Tu es magnifique », dit-il simplement en lui tendant la main. Élise s'approcha et prit sa main. Sa paume était chaude, ferme, étrangement rassurante malgré les circonstances. Le maire, un homme bedonnant aux lunettes épaisses, commença la cérémonie avec un discours convenu sur le mariage et l'engagement. Élise l'écoutait à peine, concentrée sur le battement de son propre cœur qui résonnait dans ses oreilles. Quand vint le moment des consentements, sa voix ne trembla pas. « Oui, je le veux ». Alexandre prononça les mêmes mots avec une assurance tranquille, comme s'il signait un contrat commercial, plutôt qu'un engagement matrimonial. L'échange des alliances fut bref. Alexandre glissa à son doigt un anneau de platine orné d'un solitaire d'une pureté exceptionnelle. Élise passa à son tour un anneau simple au doigt d'Alexandre, remarquant au passage la dureté de ses articulations, les mains d'un homme habitué au travail, malgré sa fortune. « Je vous déclare unis par les liens du mariage », conclut le maire. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Un instant d'hésitation flotta entre eux. Puis Alexandre se pencha et déposa sur les lèvres d'Élise un baiser bref, presque chaste. Ses lèvres étaient douces, mais le geste était dénué de passion, purement formel. C'était fait. Elle était désormais Madame Alexandre Dumont. Ils signèrent les registres en silence, puis quittèrent la mairie sous le regard indifférent des passants qui ignoraient qu'ils venaient d'assister à l'union de l'un des hommes les plus riches de France. Dans la voiture qui les ramenait à l'hôtel particulier, Alexandre prit la parole. « Ce soir, nous dînerons ensemble. Ce sera l'occasion de faire plus ample connaissance. Demain, je dois m'absenter pour un voyage d'affaires de 3 jours. Tu auras le temps de t'installer et de te familiariser avec la maison. Et après ton retour, demanda Élise d'une voix tendue. Alexandre tourna la tête vers elle, son regard impénétrable. Après mon retour, nous commencerons à honorer les termes du contrat. Tu as accepté de partager ma chambre et mon lit. Je compte bien profiter de ce droit. Élise sentit un frisson parcourir son échine. Elle savait ce qui l'attendait. Elle avait signé en connaissance de cause. Mais l'entendre formuler aussi crûment lui fit prendre conscience de la réalité de sa situation. « Je ne suis pas une prostituée », lâcha-t-elle avec une pointe de défi. « Je n'ai jamais prétendu le contraire. Tu es ma femme. Légalement, officiellement, ma femme. Ce qui se passera entre nous sera parfaitement légitime. Légitime peut-être, mais consenti ?» Alexandre la dévisagea longuement. « Le consentement, tu l'as donné en signant ce contrat. Mais je ne suis pas un monstre, Élise. Je ne te forcerai à rien.
Je te séduirai. Un sourire énigmatique joua sur ses lèvres. Et crois-moi, quand je veux quelque chose, je l'obtiens toujours. Le dîner ce soir-là fut étrangement agréable. Alexandre se révéla un hôte attentionné, veillant à ce que le champagne coule à flot et que les plats soient servis à la perfection. Il parla de son enfance dans cette même maison, de son grand-père autoritaire qui l'avait élevé après la mort de ses parents, dans un accident de voiture, de ses études à HEC puis à Harvard. Élise l'écouta, fascinée malgré elle par cet homme complexe qui semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Derrière la façade glaciale, elle entrevoyait parfois une fêlure, une ombre dans le regard, un silence un peu trop long. « Et toi ?» demanda-t-il en reposant son verre. « Parle-moi de ta vie. » Elle lui raconta son enfance modeste. Sa mère qui travaillait jusqu'à l'épuisement, son père disparu dont elle n'avait que des souvenirs flous. Elle parla de sa vocation d'infirmière, née du désir d'aider les autres, de soulager la souffrance. « C'est ironique, » remarqua Alexandre. « Tu passes ta vie à soigner les autres, et te voilà obligé de te vendre pour sauver ta propre mère. »« Je ne me suis pas vendu, » répliqua Élise avec fierté. « J'ai conclu un accord que je respecterai, parce que j'ai donné ma parole. Mais ne confonds pas transaction et soumission. Tu as peut-être acheté mon corps, Alexandre, mais tu n'auras jamais mon âme. » Un éclat d'admiration traversa les yeux gris du milliardaire. « C'est exactement pour ça que je t'ai choisi, Élise. Tu as du feu en toi, et j'ai hâte de le voir brûler. » Cette nuit-là, fidèle à sa promesse, Alexandre ne tenta rien. Il la raccompagna jusqu'à sa chambre, déposa un baiser sur son front et la laissa seule avec ses pensées. Élise resta longtemps éveillée, fixant le plafond ouvragé, se demandant dans quel piège elle s'était enfermée. Et surtout, pourquoi une partie d'elle-même, une partie qu'elle refusait d'admettre, attendait avec une certaine impatience le retour d'Alexandre. Les 3 jours d'absence d'Alexandre furent pour Élise une période de découverte et d'adaptation. Elle explora l'hôtel particulier de fond en comble, s'émerveillant devant chaque pièce, comme une enfant dans un musée. La bibliothèque au rez-de-chaussée contenait des milliers d'ouvrages reliés en cuir, certains datant du XVIIIe siècle. Le jardin d'hiver abritait des orchidées rares et un bassin où nageaient des carpes koi aux couleurs chatoyantes. La cave à vin s'étendait sur plusieurs centaines de mètres carrés, ses bouteilles alignées comme des soldats endormis. Rosa, la femme de chambre, devint rapidement sa confidente. Cette petite femme joviale de 45 ans travaillait pour les Dumont depuis 15 ans et connaissait tous les secrets de la maison. « Monsieur Alexandre n'a pas toujours été aussi froid », confia-t-elle un après-midi, tandis qu'elle aidait Élise à ranger ses affaires dans le dressing. Quand il était jeune, c'était un garçon plein de vie, de rire, mais la mort de ses parents l'a brisé. Et son grand-père, Monsieur Édouard, était un homme dur. Il a forgé Alexandre à son image, sans tendresse, sans chaleur. « Il n'a jamais été amoureux ?» demanda Élise avec une curiosité qu'elle ne put réprimer. Rosa hésita, jetant un regard vers la porte, comme pour s'assurer qu'elles étaient seules. « Il y a eu une femme, il y a 5 ans, mademoiselle Camille Beaumont, une héritière très belle, très sophistiquée. Tout le monde pensait qu'ils allaient se marier. Mais quelque chose s'est passé. Du jour au lendemain, elle a disparu de sa vie. Depuis, Monsieur Alexandre ne laisse plus personne s'approcher de son cœur. » Élise rangea cette information dans un coin de sa mémoire, intriguée par cette Camille mystérieuse qui avait réussi là où tant d'autres avaient échoué. Le soir du 3e jour, elle reçut un appel de la clinique de Genève. Le professeur Muller lui annonça que sa mère se rétablissait remarquablement bien et pourrait rentrer en France d'ici 1 semaine. Élise pleura de joie, seule dans sa chambre, remerciant le ciel pour ce miracle qu'elle avait payé si cher. Alexandre rentra le lendemain matin, visiblement fatigué par son voyage. Des cernes soulignaient ses yeux gris et sa mâchoire était ombrée d'une barbe naissante qui lui donnait un air plus sauvage, moins maîtrisé. « Comment s'est passé ton séjour ?» demanda-t-il en la retrouvant dans le salon. « Bien, ta maison est magnifique. Et ma mère va mieux, elle pourra bientôt rentrer. J'en suis heureux. » Il s'approcha d'elle et prit son menton entre ses doigts, la forçant à lever les yeux vers lui. « Tu m'as manqué, Élise. Je n'arrêtais pas de penser à toi, seule ici, dans ma maison, ma femme. » Le contact de sa peau contre la sienne envoya une décharge électrique le long de sa colonne vertébrale. Elle voulut reculer, mais ses jambes refusèrent de lui obéir. « Alexandre !» « Ce soir, murmura-t-il en se penchant vers son oreille, son souffle chaud caressant sa nuque. « Ce soir, tu viendras dans ma chambre. Tu es prête ?» Ce n'était pas vraiment une question.
C'était une affirmation, un rappel du contrat qu'elle avait signé. Et pourtant, il y avait dans sa voix une note d'interrogation, comme s'il lui laissait une dernière chance de refuser. Élise ferma les yeux et inspira profondément. « Oui, souffla-t-elle, je suis prête. » La journée s'écoula avec une lenteur insupportable. Élise ne parvenait pas à se concentrer sur quoi que ce soit, l'esprit obsédé par ce qui l'attendait. Elle prit un long bain parfumé, choisit une nuisette de soie noire parmi les dizaines que contenait son dressing, brossa ses cheveux jusqu'à ce qu'ils brillent comme du miel liquide. À 22 heures, elle frappa à la porte de la chambre d'Alexandre. « Entre !» La pièce était plongée dans une semi-obscurité, éclairée seulement par des bougies disposées çà et là. Un feu crépitait dans la cheminée, projetant des ombres dansantes sur les murs. Alexandre se tenait près de la fenêtre, torse nu, un verre de whisky à la main. Élise sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Le corps d'Alexandre était une œuvre d'art, muscles ciselés, peau dorée, cicatrices fines qui couraient le long de ses côtes gauches. Il se retourna et la détailla des pieds à la tête, ses yeux s'assombrissant de désir. « Tu es belle, dit-il d'une voix rauque. Tellement belle. » Il posa son verre et s'avança vers elle avec la grâce d'un prédateur. Élise recula instinctivement jusqu'à ce que son dos heurte le montant du lit. « N'aie pas peur, murmura Alexandre, en posant ses mains sur ses épaules. « Je ne te ferai pas de mal. »« Je n'ai pas peur, mentit-elle. Il sourit, un vrai sourire qui transforma son visage et le rendit presque accessible. Menteuse. Ses lèvres se posèrent sur les siennes, doucement d'abord, puis avec une intensité croissante. Ce n'était plus le baiser chaste de la mairie. C'était un baiser qui réclamait, qui exigeait, qui promettait. Élise s'abandonna malgré elle. Les mains d'Alexandre glissèrent le long de son dos, effleurant la soie de sa nuisette, trouvant les courbes de sa taille, de ses hanches. Elle sentait la chaleur de son corps contre le sien, la dureté de ses muscles, l'odeur boisée de son parfum mêlée à celle du whisky. Il la souleva, comme si elle ne pesait rien, et la déposa sur le lit au drap de satin. Ses yeux gris, presque noirs dans la pénombre, ne quittaient pas les siens. « Tu es à moi maintenant, Élise. Chaque nuit, jusqu'à ce que tu me donnes un enfant. C'est ce que dit le contrat. »« Je sais ce que dit le contrat, » répondit-elle en soutenant son regard. « Mais ce soir, je ne veux pas que tu penses au contrat. Je veux que tu penses à moi, seulement à moi. » Il l'embrassa de nouveau et cette fois, Élise ne résista plus. Elle laissa ses mains explorer ce corps inconnu, découvrant chaque muscle, chaque cicatrice, chaque frisson. Alexandre était un amant attentif, patient, déterminé à lui donner du plaisir autant qu'à en prendre. Quand ils s'unirent enfin, Élise poussa un cri qu'elle ne put retenir. La douleur initiale se mua rapidement en quelque chose d'autre, une vague de sensations qui la submergea tout entière. Alexandre bougeait en elle, avec une lenteur délibérée, murmurant son prénom comme une prière, ses yeux rivés aux siens. Le plaisir monta par vagues successives, de plus en plus intenses, jusqu'à exploser en un feu d'artifice qui la laissa tremblante et haletante. Alexandre la suivit quelques instants plus tard, s'effondrant sur elle avec un grognement rauque. Ils restèrent enlacés de longues minutes, leurs souffles mêlés, leur cœur battant à l'unisson. Élise n'aurait jamais imaginé que ce moment, qu'elle redoutait tant, puisse être aussi bouleversant. « Tu es pleine de surprises, Madame Dumont, » murmura Alexandre en écartant une mèche de cheveux de son visage. « Ne m'appelle pas comme ça. Pourquoi? C'est ton nom désormais. » Élise se tourna vers lui, troublée par la tendresse inattendue qu'elle lisait dans ses yeux. « Parce que ce nom ne m'appartient pas vraiment. Je ne suis qu'une locataire dans ta vie, Alexandre. Ne l'oublie pas. » Une ombre passa sur le visage du milliardaire, si fugace qu'Élise crut l'avoir imaginé. « Peut-être, » dit-il en se levant pour enfiler un peignoir, « ou peut-être que les choses changeront. Le temps a une façon étrange de transformer les contrats en quelque chose de plus compliqué. » Il disparut dans la salle de bain, laissant Élise seule avec ses pensées confuses et son corps encore vibrant de leur étreinte. Les semaines qui suivirent établirent une routine étrange entre Élise et Alexandre. Chaque nuit, elle rejoignait sa chambre. Chaque nuit, ils partageaient des moments d'une intimité intense qui la laissaient à la fois comblée et perdue. Le jour, Alexandre redevenait l'homme d'affaires distant et impénétrable, absorbé par ses réunions et ses dossiers. Mais la nuit, il se transformait en un amant passionné qui semblait ne jamais se lasser de son corps. Élise se surprenait à attendre ces moments avec une impatience qu'elle n'osait s'avouer. Elle qui avait juré de garder ses distances, de considérer cet arrangement comme une simple transaction, sentait quelque chose se fissurer en elle.
une brèche dans ses défenses que les mains d'Alexandre élargissaient un peu plus chaque nuit. Martine était rentrée de Suisse et s'était installée dans un appartement confortable du 7e arrondissement, payé par Alexandre. Élise lui rendait visite chaque après-midi, veillant sur sa convalescence avec une attention de chaque instant. Elle n'avait toujours pas révélé la vérité sur son mariage, prétextant une rencontre romantique avec un homme d'affaires fortuné. « Il a l'air de bien te traiter, ce Alexandre », remarqua Martine un jour en observant le bracelet en diamant que sa fille portait au poignet. « Mais est-ce que tu l'aimes ?» La question prit Élise au dépourvu. « C'est compliqué, maman. L'amour n'est jamais simple, ma chérie. Mais il est essentiel. Sans amour, le mariage n'est qu'une prison dorée. » Ces mots résonnèrent longtemps dans l'esprit d'Élise. Une prison dorée. N'était-ce pas exactement ce qu'elle vivait? Un mois après leur mariage, Alexandre annonça qu'il devait assister à un gala de charité organisé par la Fondation Dumont. Ce serait la première apparition publique d'Élise en tant que Madame Dumont, et il insista pour qu'elle soit irréprochable. « Tout Paris sera là », expliqua-t-il en lui tendant une invitation gravée sur papier crème. « Les médias, les investisseurs, les familles influentes. Ils vont tous te scruter, te juger. Tu dois être parfaite. » « Et si je ne suis pas à la hauteur ?» demanda Élise avec une pointe d'anxiété. Alexandre s'approcha et prit son visage entre ses mains. « Tu seras à la hauteur. Tu as plus de classe naturelle que toutes ces héritières réunies. Contente-toi d'être toi-même et ils tomberont sous ton charme. » Le soir du gala, Élise portait une robe de haute couture signée Dior, un fourreau de velours bordeaux qui épousait ses formes avec une élégance sophistiquée. Ses cheveux étaient relevés en un chignon complexe, révélant son cou gracile orné d'un collier de rubis et de diamants. La soirée se tenait dans les salons de l'hôtel de Crillon, transformé pour l'occasion en un écrin de lumières et de fleurs. Dès leur arrivée, les flashs des photographes crépitèrent, aveuglant Élise qui se cramponna au bras d'Alexandre. « Souris », lui glissa-t-il à l'oreille. « Tu es magnifique. » Ils traversèrent le hall sous les regards curieux des invités. Les murmures s'élevaient sur leur passage, les femmes détaillant Élise avec un mélange d'envie et de méfiance, les hommes la contemplant avec une admiration non dissimulée. « Alors c'est elle, la nouvelle Madame Dumont ?» entendit-elle une femme chuchoter. « On dit qu'elle était infirmière avant. Comment a-t-elle réussi à mettre le grappin sur Alexandre ? Probablement enceinte, » répondit une autre voix. « C'est la seule explication. » Élise serra les dents, blessée par ces insinuations. Alexandre dut sentir sa tension, car il resserra son emprise sur sa main. « Ignore-les, murmura-t-il. Ils sont jaloux. C'est tout. » La soirée se déroula comme dans un rêve brumeux. Élise fut présentée à des dizaines de personnes dont elle oublia aussitôt les noms. Banquiers, politiciens, artistes, aristocrates. Elle souriait, échangeait des banalités, jouait son rôle de parfaite épouse avec une aisance qui la surprit elle-même. Ce fut vers minuit que tout bascula. Alexandre s'était éloigné pour discuter avec un groupe d'investisseurs, laissant Élise seule près du bar. Elle sirotait une coupe de champagne quand une femme s'approcha d'elle. Grande, blonde, sculpturale dans une robe noire qui ne laissait rien à l'imagination. Son visage était d'une beauté froide, presque intimidante, avec des pommettes hautes et des yeux d'un bleu glacial. « Ainsi, c'est vous la nouvelle acquisition d'Alexandre » dit-elle, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Camille Beaumont. Enchantée. » Élise sentit son sang se glacer. Camille, la femme mystérieuse dont Rosa lui avait parlé. L'ex d'Alexandre. « Élise Dumont, » répondit-elle en s'efforçant de garder une voix neutre. « Enchantée également. » Camille l'examina de la tête aux pieds, comme on évalue une marchandise. « Vous n'êtes pas son type habituel, » remarqua-t-elle. « Alexandre préfère généralement les femmes de son milieu, mais je suppose que vous avez d'autres atouts. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. »« Oh, je crois que si. Vous pensez l'avoir conquis, n'est-ce pas ? Avec votre petit air innocent et votre histoire touchante. Mais Alexandre ne s'attache jamais, ma chère. Il prend ce dont il a besoin, puis il jette. Je devrais le savoir. J'ai été à votre place il y a 5 ans. » Élise soutint son regard sans ciller. « Si vous avez été jeté, comme vous dites, peut-être devriez-vous vous demander pourquoi, au lieu de harceler celle qui vous a remplacé. » Le visage de Camille se durcit, sa beauté se muant en quelque chose de laid. « Vous êtes insolente, mais vous apprendrez vite à vos dépens qui je suis et ce dont je suis capable. Alexandre m'appartiendra toujours, d'une façon ou d'une autre. Et vous, vous n'êtes qu'un pion temporaire dans son jeu. »
Elle tourna les talons et disparut dans la foule, laissant Élise tremblante de rage et d'inquiétude. Quand Alexandre la rejoignit quelques minutes plus tard, il remarqua immédiatement son trouble. « Que se passe-t-il? Tu es pâle. » « J'ai rencontré Camille Beaumont. » Le visage d'Alexandre se ferma instantanément. Ses mâchoires se crispèrent et une lueur dangereuse s'alluma dans ses yeux. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit? » « Rien d'important. Des insinuations, des menaces voilées. Qui est-elle vraiment, Alexandre? Et pourquoi ai-je l'impression qu'elle représente un danger? » Il resta silencieux un long moment, le regard perdu dans le vide. Quand il parla enfin, sa voix était froide comme la glace. « Camille est mon passé. Un passé que j'aurais préféré ne jamais te voir croiser. Mais puisque c'est fait, tu dois savoir une chose. Cette femme est venimeuse. Elle détruit tout ce qu'elle touche. Reste loin d'elle, Élise. C'est un ordre. »« Un ordre ?» répéta Élise, vexée par son ton. « Je ne suis pas ton employé, Alexandre. Je suis ta femme. » Il la dévisagea avec une intensité qui la fit frissonner. « Justement, tu es ma femme. Et je protège ce qui m'appartient, même si c'est contre toi-même. » Sur ces mots énigmatiques, il lui prit le bras et l'entraîna vers la sortie, mettant fin prématurément à leur soirée. Dans la voiture qui les ramenait chez eux, Élise contempla le profil d'Alexandre, découpé par les lumières de la ville. Cet homme restait une énigme. À chaque fois qu'elle croyait le comprendre, une nouvelle facette se révélait, plus sombre, plus complexe. Et au fond d'elle-même, une certitude grandissait. L'ombre de Camille Beaumont planait sur leur union comme une menace silencieuse. Une menace qui, tôt ou tard, finirait par frapper. 2 semaines s'écoulèrent après le gala, 2 semaines durant lesquelles Élise ne parvint pas à chasser Camille Beaumont de ses pensées. L'avertissement d'Alexandre résonnait dans son esprit comme un écho menaçant, mais il avait refusé d'en dire davantage, se murant dans un silence obstiné chaque fois qu'elle abordait le sujet. Leur relation avait changé depuis cette soirée. Alexandre se montrait plus distant le jour, plus possessif la nuit. Il la prenait avec une urgence nouvelle, comme s'il craignait qu'elle lui échappe, murmurant son prénom contre sa peau avec une intensité qui frisait le désespoir. Un matin, alors qu'Alexandre était parti pour une réunion au siège de Dumont Industries, Élise décida de mener sa propre enquête. Elle ne pouvait pas rester dans l'ignorance, pas quand son instinct lui hurlait que quelque chose de grave se tramait dans l'ombre. Elle se rendit à la bibliothèque de l'hôtel particulier et alluma l'ordinateur qui s'y trouvait. Une recherche sur Camille Beaumont révéla des dizaines d'articles de Press People. Héritière de la fortune Beaumont, empire pharmaceutique fondé par son arrière-grand-père, mannequin occasionnel, jet-setteuse reconnue, fiancée pendant 2 ans à Alexandre Dumont, avant une rupture brutale en 2020. Les articles spéculaient sur les raisons de cette séparation. Infidélité? Incompatibilité? Aucune source officielle n'avait jamais confirmé quoi que ce soit. Mais une photo attira l'attention d'Élise. Camille et Alexandre, enlacés sur un yacht, souriant à l'objectif. Alexandre souriait, un vrai sourire, celui qu'elle ne lui avait vu que de rares fois. Il l'avait aimée, c'était évident. Et cet amour avait dû être détruit par quelque chose de terrible pour laisser place à la froideur qu'elle connaissait aujourd'hui. Élise fouilla encore, cherchant des indices dans les archives numériques. C'est alors qu'elle tomba sur un article datant de janvier 2020, quelques semaines avant la rupture annoncée. Le titre lui glaça le sang. Un scandale chez les Dumont. L'héritier Alexandre victime d'une tentative d'empoisonnement. Elle cliqua fébrilement sur le lien. L'article relatait qu'Alexandre Dumont avait été hospitalisé d'urgence suite à une intoxication suspecte. L'enquête avait été rapidement étouffée. Aucune charge n'avait été retenue, mais des sources anonymes évoquaient l'implication d'une personne proche de la victime. Une personne proche. Camille? Le cœur battant, Élise poursuivit ses recherches. Elle trouva un autre article, plus confidentiel celui-là, publié sur un blog spécialisé dans les affaires judiciaires. L'auteur affirmait détenir des informations selon lesquelles Camille Beaumont aurait tenté d'empoisonner Alexandre pour hériter de sa fortune, leur contrat de mariage prévoyant une clause de succession en cas de décès. L'affaire aurait été réglée à l'amiable, les Beaumont payant une somme colossale pour éviter le scandale et les poursuites. Élise referma l'ordinateur, les mains tremblantes. Si tout cela était vrai, Alexandre avait failli être assassiné par la femme qu'il aimait. Pas étonnant qu'il refuse de parler d'elle. Pas étonnant qu'il ait érigé ses murs autour de son cœur. Et cette femme était de retour dans leur vie. Elle devait parler à Alexandre, lui dire ce qu'elle avait découvert, le confronter à la vérité. Mais à peine avait-elle pris cette décision que son téléphone sonna.
un numéro inconnu. « Allô? Madame Dumont ?» fit une voix masculine qu'elle ne reconnut pas. « Je suis le docteur Mercier de la clinique Saint-Louis. Votre mère vient d'être admise aux urgences. Elle a fait un malaise à son domicile. Pouvez-vous venir immédiatement ?» Le monde s'effondra autour d'Élise. Elle se précipita hors de la maison, héla un taxi et traversa Paris dans un état second. Sa mère qui allait si bien, qui se rétablissait si merveilleusement. Que s'était-il passé? À la clinique, on la dirigea vers le service de cardiologie. Le docteur Mercier, un homme d'une 50aine d'années au visage grave, l'accueillit dans le couloir. « Votre mère a fait un arrêt cardiaque, madame. Nous avons réussi à la stabiliser, mais son état reste critique. Les prochaines heures seront déterminantes. » Un arrêt cardiaque? Mais comment? Elle allait bien, sa greffe avait réussi. Le rein fonctionne parfaitement. Mais nous avons découvert quelque chose d'anormal dans ses analyses sanguines, des traces d'une substance qui n'aurait pas dû s'y trouver. Nous avons alerté les autorités. Élise sentit ses jambes se dérober sous elle. Une substance anormale, comme un poison. Non, c'était impossible. Qui voudrait du mal à sa mère? La réponse s'imposa d'elle-même, terrifiante. Camille Beaumont. Elle passa les heures suivantes au chevet de Martine, inconsciente, et reliée à d'innombrables machines. Les médecins défilaient, posèrent des questions, prélevaient des échantillons. La police arriva, interrogea Élise sur les habitudes de sa mère, ses visiteurs récents, ses médicaments. Ce n'est qu'en fin de journée qu'Alexandre la rejoignit, le visage défait. « J'ai appris ce qui s'est passé, dit-il en la prenant dans ses bras. Comment va-t-elle? Stable. Mais ils ont trouvé quelque chose dans son sang, Alexandre. Quelque chose qui n'aurait pas dû y être. » Elle leva les yeux vers lui, des yeux remplis de larmes et de rage. « C'est Camille, n'est-ce pas? C'est elle qui a fait ça. Pour m'atteindre. Pour nous atteindre. » Alexandre se figea. Son visage devint de marbre. « Qu'est-ce qui te fait dire ça? J'ai fait des recherches. Je sais ce qu'elle t'a fait il y a 5 ans, l'empoisonnement, le scandale étouffé. Tu aurais dû me le dire, Alexandre. Tu aurais dû me prévenir que cette femme était dangereuse. » Il resta silencieux un long moment, les mâchoires crispées. « Je voulais te protéger, » finit-il par dire. « Je pensais que si tu ne savais rien, elle te laisserait tranquille. Je me suis trompé. » « Te tromper? Ma mère est entre la vie et la mort à cause de ton erreur. »« Je sais, » murmura-t-il, et pour la première fois, Élise vit quelque chose se briser dans ses yeux gris. « Je sais, et je ne me le pardonnerai jamais. » Il s'approcha du lit où reposait Martine et contempla son visage pâle. « Je vais la détruire, Élise. Camille va payer pour ce qu'elle a fait. Je te le jure sur ma vie. » Dans sa voix, il n'y avait pas de colère. Il y avait quelque chose de bien plus effrayant. Une détermination glaciale, absolue, celle d'un homme prêt à tout pour protéger les siens. Élise réalisa à cet instant qu'elle avait sous-estimé Alexandre Dumont. Sous ses dehors froids se cachait un loup, et ce loup venait de montrer les crocs. Les jours suivants furent un chaos de visites médicales, d'interrogatoires policiers et de nuits blanches. Martine reprit connaissance le 3e jour, faible mais vivante. Les analyses confirmèrent la présence d'un poison rare dans son organisme, administré probablement par le biais de ses médicaments. L'enquête progressa rapidement. Les caméras de surveillance de l'immeuble de Martine révélèrent qu'une femme blonde, le visage partiellement dissimulé, s'était introduite dans son appartement 2 jours avant le malaise. Les empreintes relevées sur la boîte de médicaments correspondaient à celles de Camille Beaumont, fichée suite à l'affaire de 2020. Un mandat d'arrêt fut émis, mais Camille avait disparu. On la disait en fuite vers un pays sans accord d'extradition avec la France. Alexandre, cependant, avait d'autres moyens à sa disposition, des moyens que l'argent et le pouvoir rendaient possibles. Une semaine après la tentative d'empoisonnement, il rentra un soir avec une expression que Élise ne lui avait jamais vue, un mélange de satisfaction sombre et de fatigue profonde. « C'est fini », annonça-t-il en se servant un whisky. Camille a été retrouvée au Brésil. Mes contacts l'ont localisée et remise aux autorités locales. Elle sera extradée vers la France d'ici quelques jours pour y être jugée. Élise le dévisagea, partagée entre le soulagement et l'inquiétude. « Qu'est-ce que tu as fait, Alexandre? Ce qu'il fallait. Cette femme ne te menacera plus jamais. Ni toi, ni ta mère, ni personne d'autre. » Il vida son verre d'un trait et se tourna vers elle. « Je sais que tu as des questions. Sur Camille, sur mon passé, sur tout. Et je te dois la vérité. Mais pas ce soir. Ce soir, j'ai juste besoin de toi. » Il s'approcha et la prit dans ses bras, la serrant contre lui avec une force qui trahissait sa vulnérabilité. « Tu es la première personne depuis des années à me faire ressentir quelque chose, Élise.
la première à percer cette armure que j'ai construite autour de moi. Et ça me terrifie autant que ça me donne de l'espoir. Élise leva la tête et plongea son regard dans le sien. Elle y vit de la douleur, de la peur, mais aussi autre chose. Quelque chose qui ressemblait étrangement à de l'amour. « Je suis là, Alexandre, » murmura-t-elle. « Je ne vais nulle part. » Cette nuit-là, pour la première fois, ils ne firent pas l'amour comme deux parties d'un contrat. Ils firent l'amour comme deux âmes blessées qui se trouvent enfin, s'accrochant l'une à l'autre dans l'obscurité, cherchant une chaleur que le monde leur avait si longtemps refusée. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'arrestation de Camille Beaumont. Son procès avait fait la une des journaux pendant des semaines, étalant au grand jour ses crimes passés et présents. Elle fut condamnée à 15 ans de prison pour tentative de meurtre avec préméditation, mettant fin à une menace qui avait pesé sur la famille Dumont pendant trop longtemps. Martine s'était complètement rétablie. Elle vivait désormais dans une maison avec jardin en banlieue parisienne, entourée de soins et d'attention. Élise lui avait enfin révélé la vérité sur son mariage avec Alexandre, s'attendant à des reproches, des larmes, de la colère. Au lieu de cela, Martine l'avait prise dans ses bras et lui avait murmuré « Tu as fait ça pour moi, ma chérie. Comment pourrais-je te juger ? L'amour d'une fille pour sa mère n'a pas de prix, et cet homme, je vois la façon dont il te regarde. Ce n'est plus un simple contrat entre vous, n'est-ce pas ? Non, ce n'était plus un simple contrat. » Élise le savait depuis cette nuit où Alexandre s'était livré à elle, où il avait laissé tomber tous ses masques pour lui montrer l'homme qu'il était vraiment. Un homme blessé par la trahison, marqué par la solitude, mais capable d'une tendresse infinie quand il baissait sa garde. Un homme qui la faisait rire avec ses remarques sarcastiques, qui la faisait frémir avec ses caresses, qui la faisait pleurer parfois avec l'intensité de son regard. Elle était tombée amoureuse de lui. Contre toute attente, contre toute logique, son cœur avait choisi Alexandre Dumont. Mais lui, que ressentait-il vraiment? La réponse vint un soir de printemps, alors que Paris se parait de ses plus belles couleurs. Alexandre l'avait emmené dîner dans un restaurant étoilé au sommet de la Tour Eiffel, une table privée avec vue sur la ville illuminée. « J'ai quelque chose à te dire », annonça-t-il après le dessert, une nervosité inhabituelle dans la voix. Élise sentit son cœur s'emballer. Que pouvait-il bien avoir à lui dire qui le rende aussi fébrile? « Je t'écoute. » Alexandre prit une profonde inspiration. « Le contrat, notre contrat. Il stipule que notre mariage doit durer 2 ans et que tu dois me donner un enfant. Après quoi, tu serais libre de partir avec le 2e million. Je connais les termes, Alexandre. C'est moi qui les ai signés. Je veux les modifier. » Élise fronça les sourcils, une inquiétude soudaine lui nouant l'estomac. « Les modifier comment ?» Alexandre plongea la main dans sa poche et en sortit un écrin de velours noir. Il l'ouvrit, révélant une bague d'une beauté à couper le souffle, un diamant rose de plusieurs carats serti de petits brillants sur un anneau de platine. « Je veux annuler le contrat, Élise, pas le mariage. Le contrat. Je ne veux plus que tu sois ma femme par obligation. Je veux que tu sois ma femme par choix. » Il se leva et mit un genou à terre, sous les regards ébahis des rares convives du restaurant. « Je sais que notre histoire a commencé de façon peu conventionnelle. Je t'ai proposé un marché, tu l'as accepté par désespoir. Mais quelque part en chemin, tout a changé. Tu as changé. Je t'ai épousé pour avoir un héritier. Je te demande aujourd'hui de rester pour avoir une partenaire, une compagne, une femme que j'aime. » Les larmes coulaient librement sur les joues d'Élise. « Tu m'aimes » souffla-t-elle, n'osant y croire. « Plus que je ne l'aurais jamais cru possible. Tu m'as appris à faire confiance de nouveau, à ressentir de nouveau. Tu as illuminé une vie que je croyais condamnée à l'obscurité. Alors oui, Élise Moreau, je t'aime, et je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle, si tu me laisses la chance de te le prouver. » Élise le regarda, cet homme agenouillé devant elle, cet homme puissant réduit à la plus humble des postures par la force de ses sentiments. Et elle sut avec une certitude absolue quelle serait sa réponse. « Oui, dit-elle dans un sanglot, oui, je veux rester, pas pour le contrat, pas pour l'argent, pour toi, parce que je t'aime aussi, Alexandre. Je t'aime comme je n'ai jamais aimé personne. » Il glissa la bague à son doigt, par-dessus l'alliance de leur premier mariage, et se releva pour la prendre dans ses bras. Leur baiser fut salué par les applaudissements discrets des serveurs et des quelques témoins de cette scène. Quand ils se séparèrent, Alexandre avait les yeux brillants. « Il y a autre chose que je dois te dire, » murmura-t-il contre ses lèvres. « Quoi encore ? Le docteur Mercier m'a appelé cet après-midi. Les résultats de tes analyses sont arrivés. » Élise se figea.
Elle avait fait des examens de routine la semaine précédente, sans y prêter grande attention. Et le sourire d'Alexandre s'élargit, illuminant son visage d'une joie qu'elle ne lui avait jamais vue. « Tu es enceinte, Élise. Nous allons avoir un enfant. » Le monde sembla s'arrêter de tourner. Un enfant. Leur enfant. Non plus un héritier réclamé par un contrat, mais le fruit d'un amour véritable. Un enfant, répéta-t-elle, la main se posant instinctivement sur son ventre. Notre enfant, confirma Alexandre en couvrant sa main de la sienne. Le premier d'une longue lignée, j'espère. Une famille, Élise, une vraie famille. C'est tout ce que j'ai toujours voulu, sans jamais oser y croire. Cette nuit-là, de retour à l'hôtel particulier, ils firent l'amour avec une tendresse nouvelle, conscients qu'une vie grandissait déjà entre eux. Élise s'endormit dans les bras d'Alexandre, bercée par les battements de son cœur, le cœur en paix pour la première fois depuis des mois. Elle repensa au chemin parcouru. Cette jeune infirmière désespérée qui avait accepté un marché faustien pour sauver sa mère. Ces nuits où elle s'était donnée à un inconnu en fermant les yeux sur ses sentiments. Ces moments de doute, de peur, de colère. Et puis la lumière, progressivement. La découverte de l'homme derrière le masque. La tendresse qui s'était glissée dans leurs étreintes. L'amour qui avait fleuri là où elle ne l'attendait pas. Le contrat disait qu'elle lui appartenait chaque nuit. Mais la vie avait décidé autrement. Ce n'était pas son corps qu'Alexandre possédait désormais. C'était son cœur, librement offert, pleinement accepté. 7 mois plus tard, par une nuit d'hiver, Élise donna naissance à une petite fille aux yeux gris de son père et aux cheveux de miel de sa mère. Ils l'appelèrent Victoire, en hommage à tout ce qu'ils avaient surmonté ensemble. Martine, complètement guérie, devint une grand-mère comblée, passant des heures à bercer sa petite fille dans le jardin de sa maison. La famille Dumont, autrefois froide et dysfonctionnelle, renaissait dans la chaleur d'un foyer uni. Alexandre tint sa promesse. Le contrat original fut détruit, remplacé par un simple document. Leur acte de mariage, le vrai, celui qu'ils avaient choisi tous les deux. Et quand on leur demandait comment ils s'étaient rencontrés, ils échangeaient un regard complice avant de répondre évasivement. Certaines histoires sont trop extraordinaires pour être racontées. Certains amours naissent dans les endroits les plus improbables. Le leur avait fleuri dans les pages d'un contrat. Et il durerait, ils le savaient, bien au-delà de toutes les clauses du monde.